Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Non, il n'y a pas de zik parce que figure-toi que OBS m'a planté totalement à la tête 5 minutes avant le démarrage du stream. Donc c'était un redémarrage à l'arrache totale. Voilà, comme quoi il y a des choses qui ne changent pas ici. Alors on va commencer par dire un petit coucou. Alors on a bien entendu l'ami Irsla, bonsoir à toi. Mosfet est des nôtres. Guillaume est également des nôtres. Bonsoir à tous les deux. René Paul, fidèle au poste, qui nous fait aussi l'amitié d'être ici. Fixou, Fixou qui commence directement en lâchant un sub pour son 11e mois. Merci beaucoup Fixou, ça me fait très plaisir, tu le sais bien. Et bonsoir l'ami Arpenteur. Alors ce soir on va parler un petit peu à Bac de Smith. On va continuer dans la joie et la bonne humeur. Et nous avons McCall aussi qui vient de nous rejoindre. Coucou McCall. Alors tiens, d'ailleurs le chat n'a pas l'air d'être affiché. Voilà, ça déjà ce sera un peu mieux. Et merci beaucoup McCall. McCall aussi qui resub pour le 11e mois d'affilée. Vous me faites, mais vous me mettez pas du tout la pression quand c'est comme ça. Guillaume nous dit il y a une pub à l'écran. Est-ce que c'est normal? Alors Guillaume, c'est normal pour les gens qui n'ont pas de sub en fait. Twitch se paye sur les publicités. Voilà. Donc normalement, à part le logo Electronic from Scratch et le chat, tu ne devrais pas avoir d'autre chose. Mais oui, Arpenteur, ça remarche. Ça remarche, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Eh oui, du coup, il m'entend pas. Bon, on va l'attendre 2 petites minutes. On va attendre le retour de Guillaume. Bon, eh bien, écoutez, du coup, on a pas mal de choses au programme ce soir. Au programme ce soir, avec quoi on va jouer? Eh bien, on va jouer avec notre pote la bague de Smith, hein, qui est d'ores et déjà prêt, qui n'attend plus que vous. Attendez, je retrouve la bonne caméra, vous allez voir. Hop, hop, hop. Voilà, la bague de Smith est déjà là. Ensuite, on va également réviser un petit peu cet abac, c'est quand même le but de la soirée. Et dans la foulée, on va faire ce qu'on appelle l'adaptation d'impédance à l'aide de la bague de Smith. Donc dans le cadre des lignes de transmission, voilà. Donc, ce soir, si vous ne l'avez pas, c'est une bonne idée au moins d'avoir la bague sous les yeux, éventuellement comment dire, de l'imprimer. Si vous voulez faire des petites prises de notes dessus, ce sera, à mon avis, beaucoup plus simple. C'est pas compliqué la bague de Smith, c'est justement le gros intérêt de la bague de Smith, c'est d'éviter les calculs, hein. Il n'y a pas de miracle là. Voilà. Alors pendant ce temps, je vois qu'on a du beau monde qui est arrivé. Nous avons l'ami 0x5642 qui est des nôtres et qui a sebé pour le 10e mois d'affilée. Merci aussi à toi. Nous avons également Nico qui nous a rejoint. Bonsoir Nico. Voilà, donc je pense que petit à petit, on va attaquer. Et je vous propose d'attaquer par quelques petits rappels, quelques petites révisions. Voilà. Guillaume nous dit, là, je suis dans mon lit, la bague de Smith, ça sera en rediff. Ah bah écoute, je le comprends complètement. Repose-toi bien, cher Guillaume. Voilà, bonsoir Albi Suivre. Coucou à toi également. Alors, on y va? On attaque? Vous êtes prêts? Vous êtes chaud? Donc, avant d'attaquer, on va se faire un petit rappel quand même de ce que c'est une impédance, de ce que c'est une admittance, histoire qu'on soit tous raccord avec les mêmes notations et les mêmes concepts. Donc, vous avez vu... Ah, normalement, oui, je pense qu'elle est finie la pub. Hein? Vous me confirmez? C'est bon? Voilà. Bon, vous inquiétez pas, sinon, de toute façon, Guillaume me confirme. D'accord. Donc, sinon, de toute façon, il n'y a pas de problème. On répétera. Vous savez qu'ici, c'est pas du tout un souci.
Ce qu'on a vu dans les streams précédents, c'est qu'on pouvait définir ce qu'on appelait une impédance. Une impédance, c'est une généralisation de la notion de résistance. Et une impédance, par définition, c'est quelque chose qui est complexe. Donc en général, on la note Z, voilà, et elle s'exprime en ohm. Donc cette impédance, elle se compose de deux parties, une partie réelle et une partie imaginaire. Donc si je les note de manière un petit peu standardisée, on note en général R majuscule et X majuscule. R pour la partie réelle de l'impédance, X pour la partie imaginaire de l'impédance. D'accord? Donc, la partie R, vous vous en douterez, c'est ce qu'on appelle la résistance. Voilà. Elle s'exprime elle aussi en ohm. Et la partie imaginaire, c'est ce qu'on appelle la réactance. Et elle s'exprime elle aussi en ohm. Alors, la différence entre les trois. La différence entre les trois, entre les deux, pardon, entre résistance et réactance, c'est principalement des notions derrière qui sont des notions d'énergie. Lorsque vous avez une résistance non nulle, il y a effet Joule, c'est-à-dire que vous avez de l'énergie électrique qui se dissipe sous forme de chaleur. Voilà, la très célèbre formule RI carré, ça doit vous rappeler des choses, j'imagine. Voilà, donc les pertes sont totalement associées à la notion de résistance. La notion de réactance, elle, par contre, correspond à des transformations d'énergie sans perte. C'est-à-dire, vous vous souvenez, quand on était dans le cadre d'une bobine, on avait des transformations, en fait, entre l'énergie électrique et un champ magnétique. Voilà, vous faisiez une conversion de l'un à l'autre. Lorsque vous aviez un condensateur, vous aviez un stockage qui, lui, se faisait sous forme électro... euh, j'ai du mal aujourd'hui. Pas magnétique, mais champ électrique. Voilà, excusez-moi, c'est un peu compliqué ce soir. Donc, la partie réactance correspond généralement à des parties échange d'énergie, mais échange à bilan nul. C'est-à-dire échange dans lesquels vous n'avez ni gagné ni perdu de l'énergie. Les impédances, vous pouvez vous en servir exactement avec les mêmes règles, comment dire, les mêmes règles que vous avez habituellement sur les résistances. C'est-à-dire que si vous avez deux impédances en série, qu'on va noter Z1 et Z2, alors à ce moment-là, eh bien, l'impédance équivalente, c'est Z1 plus Z2. Et ça correspond aux résistances en série. Hein, vous connaissez, il n'y a pas grand-chose de nouveau là-dedans. Si vous avez deux impédances en parallèle, Z1 et Z2, dans ce cas-là, vous avez un Z équivalent tel que 1 sur Z équivalent égale 1 sur Z1 plus 1 sur Z2. Ce qui veut dire qu'en fait, tous les calculs dans lesquels vous allez avoir des impédances en série sont plutôt faciles à traiter. Par contre, à chaque fois que vous allez avoir des impédances en parallèle, là, ça va être un peu plus délicat parce que, en fait, si je réjoute cette équation, hein, ça revient à dire qu'en fait, Z équivalent, c'est Z1, Z2 sur Z1 plus Z2. Donc, ce qui n'est pas tout à fait choupinou à manipuler. Du coup, les électroniciens, les experts en télécom, les radioamateurs, tout ce petit monde a introduit un autre concept, qui est le concept d'admittance. Alors, qu'est-ce que c'est que l'admittance? En général, elle se note Y. Et en fait, c'est tout simplement 1
sur l'impédance. Voilà, c'est pas plus compliqué. 1 sur Z. Du coup, puisque Z est un nombre complexe, Y peut également se mettre sous la forme d'un nombre complexe. Vous avez donc la possibilité d'écrire votre Y sous la forme d'une partie réelle plus une partie imaginaire. Voilà. Et on va avoir là aussi un tout petit peu de vocabulaire. Alors, je rattrape un peu le chat. Admis Suifre nous dit que nous avons le bonjour de Hardman, qui a du mal à venir nous voir en stream et qui a des petits soucis avec sa connexion Internet en ce moment. Mais en tout cas, voilà, tu lui passeras bien le bonjour. Et puis, dis-lui qu'on mettra tout ça à disposition, comme d'habitude, hein, qu'il ne s'en fasse pas. Arpenteur nous dit qu'ils ne se sont pas foulés là-dessus. Oui, c'est vrai, ils ne se sont pas beaucoup foulés en posant l'admittance. Hein. Et donc, notre admittance, elle s'exprime déjà, première chose, dans une unité qui s'appelle le Siemens, donc, dont le symbole est grand S. D'accord. Et là-dedans, on a deux parties, partie réelle, partie imaginaire. La partie réelle, ici, c'est une conductance. Et la partie imaginaire, c'est ce qu'on appelle une susceptance. Alors, je ne sais jamais l'écrire. J'espère que je ne me trompe pas. Voilà. Et les deux s'expriment elles aussi en Siemens. Donc, pourquoi est-ce qu'on a introduit l'admittance? C'est parce qu'en fait, on va avoir, lorsqu'on a des impédances en série ou en parallèle, le pendant exact des relations qui sont là, avec notamment une relation qui va nous intéresser, c'est-à-dire que si vous calculez Y1, qui est l'admittance de Z1, si vous calculez Y2, qui est l'admittance de Z2, eh bien, pour les relations en parallèle comme ça, vous avez Y équivalent égale Y1 plus Y2. Et ça, c'est hyper sympa. Par contre, pour les parallèles, là, c'est pas génial. On a 1 sur Y équivalent égale 1 sur Y1 plus 1 sur Y2. Voilà. Donc, vous voyez bien, en fait, en pratique, quand je mets des choses en série, c'est beaucoup plus pratique de travailler en impédance, alors que quand j'ai des choses en parallèle, c'est beaucoup plus pratique de travailler en admittance. Ah, bonsoir, Jmemo HK. Bah écoute, bienvenue sur cette chaîne déjà. Ça te rappelle des années de fac? Et bah écoute, oui, c'est exactement ça en fait. Hein. Certains l'ont probablement déjà étudié, ce genre de petites choses. Donc, du coup, voilà. Intéressant d'être capable de travailler en impédance ou en admittance. Ce qui va se traduire en fait par le fait que notre abaque de Smith, il va avoir deux formes qu'on va pouvoir sortir selon nos besoins. La forme que vous avez rencontrée jusque-là, c'est celle-ci. Je permets de m'éloigner un peu pour que vous la voyez bien. Voilà. C'est une forme en impédance. D'accord? C'est-à-dire que réellement, là, c'est assez facile de lire les parties réelles, les parties imaginaires. On avait vu ça la dernière fois. Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire un petit rappel. Comme ça, ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, vous pourrez facilement rattraper. Mais cet abaque de Smith, il existe aussi sous forme admittance. Et donc, en format admittance, j'en ai un quelque part, voilà. Vous voyez, il est tout simplement symétrique. C'est comme si vous l'aviez retourné, comme dans un miroir. Voilà, regardez. Hop, je ne sais pas si vous voyez les deux. Impédance, pardon, il ne faut pas que je m'en mêle. Admittance. Ça va pour tout le monde jusque-là? Alors, qu'est-ce qu'on voit dans un abaque de Smith? Alors, pour bien comprendre ce qu'on voit, il faut se ramener
encore une fois aux lignes de transmission qui nous intéressaient précédemment. Dans une ligne de transmission, hop, pardon, j'ai un problème de ligne de transmission, j'ai un générateur, donc, hop, moi je vais représenter de cette façon-là, et j'ai eu long conducteur, je vous rappelle c'est long par rapport à la longueur d'onde du signal que je transmets, et j'ai une charge ici qu'on va appeler ZL. Voilà. Donc on avait vu pendant les streams précédents qu'en fait, ce long conducteur, il obéissait à une équation un petit peu particulière. Hein. C'est quelque chose qu'on avait décomposé en petits éléments infinitésimaux. On était arrivé à une équation bien particulière qui s'appelle l'équation des télégraphistes. Je vais encore avoir, je pense, mes notes. Voilà. L'équation des télégraphistes, c'est celle-ci. Voilà. Et sous sa forme un peu plus simple, l'équation des réels dioélectriciens lorsque on enlevait la résistance et la conductance. Alors, du coup, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que quand on émettait un signal, ce signal se déplaçait le long de la ligne de transmission, et arrivé au bout, eh bien, cela dépendait complètement de l'impédance qu'on avait, de la charge, de l'impédance de la charge qu'on a mis au bout. Soit je pouvais ne pas avoir d'écho, soit je pouvais avoir un écho qui se propageait dans l'autre sens, soit je pouvais avoir un anti-écho, quelque chose dont le signe en fait est négatif, c'est-à-dire qu'une oscillation positive me provoque un retour négatif. Et que à tout instant, à tout endroit ici et à tout instant, ce que je mesure, c'est une somme de l'onde incidente et de l'onde réfléchie. Voilà. Alors, bonsoir Voins et bonsoir PDP Maker, ça me fait plaisir de vous voir tous les deux. Merci beaucoup de votre fidélité. Alors, DJ Memo nous dit, j'avais vu les abacs, j'avais jamais vu les abacs, on faisait que du calcul pur. Alors les abacs, c'est une vieille méthode de résolution, mais tu vas voir que justement, ça évite complètement de faire les calculs. Et c'est justement ce qui est tout à fait intéressant. Si je me place à n'importe quel point, à n'importe quelle position X de la ligne de transmission, je peux définir un facteur gamma. Ce facteur gamma, c'est en fait le rapport entre l'onde incidente et l'onde réfléchie. Donc c'est ce qu'on appelle le coefficient de réflexion. Hein. Donc c'est lui aussi, vous vous en doutez bien, quelque chose de complexe. D'accord. Alors notre coefficient de réflexion, en fait, c'est vraiment l'onde réfléchie sur l'onde incidente. Et bien entendu, on le calcule en un point donné. Sauf que, ce qui va nous intéresser, c'est de voir comment on pourrait remplacer tout ça, toute cette partie-là à droite, par une seule impédance qui aurait exactement le même effet. C'est-à-dire que ce qu'on aimerait, nous, c'est calculer le Z que je pourrais mettre ici. D'accord. Et qui, lorsque je coupe le circuit en X, que j'enlève toute la partie de droite et que je la remplace par Z, ne change absolument rien aux ondes incidentes et aux ondes réfléchies dans tout le circuit. Donc c'est l'impédance équivalente, réduite en pratique, et elle est en fait reliée au coefficient de réflexion, puisqu'elle vaut en fait Z-1 sur Z plus 1. Donc la bague de Smith, c'est tout simplement ça.
c'est tout simplement la mise en équation graphique de cette relation-là. Alors, comment on le lit là-dessus? Eh bien, en fait, vous avez votre abaque et 3 points sont importants. Tout d'abord, le point central, qui correspond à une charge parfaitement adaptée. La charge parfaitement adaptée, c'est lorsque, pour une ligne de caractéristiques Z0, vous avez une charge d'impédance Z0. Vous avez ici le point qui correspond au circuit ouvert et ici le point qui correspond au court-circuit. Donc, si je me place à n'importe quel point, par exemple, je vais me placer ici, voilà, de la bague de Smith, en fait, vous avez, et ça c'est la première chose à retenir, vous avez un angle ici, θ, un module ρ. Ah, et bien là, quand vous faites ça, vous lisez en fait le gamma, qui vaut ρ exponentielle jθ. Mais vous avez également des petites courbes qui se promènent partout. D'accord? Et si je prolonge un petit peu mes courbes, j'arrive à des échelles qui sont intéressantes. Regardez bien. Je prolonge ici cette courbe-là, j'arrive à 1,2. Je prolonge ici cette courbe-là. J'arrive à 0,6, que vous pouvez lire soit là, soit ici. Alors, je vais vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez mieux voir les choses. Vous voyez bien les échelles? Le 1,2 qui est ici et le 0,6 qui est là. Eh bien, ça veut dire que pour ce ρ et ce θ-là, pour ce gamma-là, en fait, je suis sur un Z qui vaut 1,2 plus 0,6. Donc, en fait, la bague de Smith, son premier job, c'est de me permettre de passer du coefficient de réflexion à l'impédance. Attention, à l'impédance réduite. D'accord? Donc ça, c'est en fait le Z sur Z0. Le grand Z sur Z0. Histoire qu'on n'ait pas à refaire la BAC pour toutes les valeurs possibles d'impédance caractéristique de Z0, parce que vous avez des câbles en 50 ohms, des câbles en 75 ohms, des câbles en 120 ohms. En fait, on divise tout par Z0, comme ça on a un problème qui est normalisé, et c'est le même ABAC qui sert pour tout le monde. Bonsoir Guillaume. Oui, les mandalas, ce sera pour un autre jour. Ça marche. Passe une bonne nuit. Donc ça, c'est le premier usage, l'usage le plus simple de la bague de Smith. Plus intéressant. Plus intéressant. La question qu'on peut se poser, c'est tiens, si j'ai un Z qui a une certaine valeur ici, est-ce que je pourrais calculer le Z si je me positionne à une autre valeur x'? C'est-à-dire si je me déplaçais de x à x', est-ce que je serais capable de trouver le Z qu'il faudrait? Alors, pour faire ça, là encore, on ne va pas beaucoup se prendre la tête. Quand vous avez une impédance ou un coefficient de transmission, c'est la même chose, d'accord, par exemple ici, en fait, vous allez tracer le cercle de centre d'impédance adaptée et passant par votre point. Donc vous tracez ce cercle-là. J'ai vilement piqué le compas de mes enfants. Ouais. Et c'est pas beaucoup plus rond quand j'ai un compas que quand j'en ai pas. Voilà. Donc, vous voyez, un cercle se dessine.
Ursula dit, je crois que je préfère tes patates. C'est gentil, Ursula, merci beaucoup. Un cercle se dessine. Bonsoir, Bubule, bienvenue à toi. Et on va, en fait, lorsque vous vous promenez le long de la ligne, lorsque vous vous déplacez vers la droite ou vers la gauche, en fait, les impédances se déplacent le long de ce cercle. Donc, se déplacer le long de la ligne, ça revient juste à se déplacer le long de ce cercle. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, là aussi, la bague de Smith nous aide. La bague de Smith, il nous dit, si tu tournes dans ce sens-là, tu te déplaces vers le générateur. Et si tu tournes dans ce sens-là, tu te déplaces vers la charge. Alors vous allez me dire, ouais, mais de combien tu te déplaces? Alors en fait, on se déplace d'un certain nombre de fois la longueur d'onde. C'est-à-dire que si vous regardez votre cercle, il est gradué, hein, tout simplement. En général, on commence à ce niveau-là, vous voyez. Et on va 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,05, blablabla. Et par là, 0,50. C'est-à-dire qu'en fait, il est périodique de période lambda sur 2. Alors, si je veux me déplacer, par exemple, de, je sais pas, une certaine distance, hein, vous tracez ici, hop, vous tracez ici votre position, donc toujours pareil, hein, c'est l'origine qui joue un grand rôle. Vous lisez à cet endroit-là, hop, pardon, je vais vous emmener un peu plus près. N'hésitez pas à me le dire hein, quand ça va pas. Hop, c'est flou ou c'est pas flou? C'est mieux comme ça? Voilà. Donc, vous lisez à cet endroit-là votre position. Donc ici, 2, 4, 6, 8, 10, je suis à 0,174. Ah. Donc si je me déplace, admettons, jusqu'ici, vous faites le même traitement. Donc là, je me suis déplacé jusqu'à 0,24. Ça veut dire qu'en fait, je passe de 0,174 lambda à 0,24 lambda. Et ça correspond à un déplacement en fait en centimètres sur ma ligne en direction du générateur. Donc finalement, se déplacer le long de la ligne, ce n'est que suivre le cercle dans une direction ou dans une autre. Et ce mouvement dépend bien entendu de la longueur d'onde, donc de la fréquence à laquelle vous travaillez. Donc ça, c'est la deuxième chose à retenir sur la bague de Smith. Se déplacer sur la ligne, c'est en fait se déplacer sur le cercle. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Est-ce que tout le monde a bien compris? Alors, où sont les centimètres, nous dit Vons? En fait, tu les as pas. Parce que ça dépend de la fréquence à laquelle tu travailles. Je te rappelle que lambda, d'accord, attends, je vais reprendre un petit peu de papier. Je te rappelle en fait que lambda, c'est la distance parcourue par ton onde pendant une oscillation, donc pendant une période. Et donc en fait, c'est C sur la fréquence. Et ça, c'est exprimé en mètres. Donc, si je dis par exemple que je me suis déplacé de 0,18 lambda, il faut d'abord que tu calcules lambda, qui va être une distance. Et après, 0,18 lambda, voilà, tu sais de combien de centimètres tu t'es déplacé. PDP Maker nous dit pas compris comment on place le deuxième point sur le cercle au compas. Alors justement, là j'en ai pris un totalement au pif, d'accord, PDP. Et donc je voulais juste vous montrer qu'en fait, vous passez sur mon fil pour aller de cette impédance-là à cette impédance-là. Il suffisait que je me déplace de cette position-là, 0,174 lambda,
à cette position-là. 0,24 lambda. C'était juste un exemple. J'ai pris un point totalement aléatoire. Arpenteur nous dit, tu cherches le coefficient multiplicateur de la longueur d'onde pour la distance. Exactement. Normalement, il faut que tu connaisses le lambda, sinon tu ne peux absolument rien calculer. Voilà. Donc en fait, quand tu travailles pour faire de l'adaptation d'impédance, etc., tu travailles toujours à une fréquence donnée. Est-ce que c'est clair pour ça? Donc vous avez ici, là, l'échelle qui vous intéresse, c'est l'échelle extérieure de votre abaque de Smith. Alors vous avez la même à l'intérieur qui vous permet de vous déplacer dans l'autre sens. Voilà. Et qui en fait correspond à des multiples de lambda, lambda étant votre longueur d'onde de travail. Alors Amy Swift nous dit, est-ce qu'il serait possible de nous redonner comment placer un point en A plus BJ? Bien entendu, Amy. La partie réelle, alors hop, je vais reprendre à nouveau, comme ça tu vas voir un peu les choses. Alors Volch nous dit, afin de clarifier les ordres de grandeur, on parle de 50 cm sur une ligne, ou plutôt 25 mètres, ou plutôt de 100 mètres? Ben, c'est difficile de te répondre, Almi. Voice, excuse-moi. Ça dépend totalement de la fréquence à laquelle tu travailles. Tu as des ondes de haute fréquence qu'on appelle des ondes centimétriques. Tu as des ondes décamétriques. Tu as des ondes pour les très très basses fréquences qui peuvent être kilométriques. Donc en fait, la longueur d'onde, il faut que tu la calcules. Hein, c'est C sur ta fréquence. C valant 3 10 puissance 8. Et voilà, si tu me donnes un exemple de fréquence, par exemple, oui, complètement, je peux te donner un exemple. Alors, pour les parties réelles et imaginaires de la bague de Smith, vous les avez en fait qui correspondent à deux types de courbes. Vous voyez, quand je regarde mon abaque de Smith, bonsoir Zoul, bienvenue à toi. Quand je regarde mon abaque de Smith, j'ai des cercles ici qui partent tous de là et qui font ça, qui font ça, qui font ça, et ainsi de suite. Vous les voyez tous là? Ça correspond aux résistances. Donc ça correspond à la partie réelle de votre impédance. Si j'écris mon impédance comme étant Z égale, qu'est-ce que j'ai pris comme notation tout à l'heure, que je ne vous en sorte pas une nouvelle, R plus JX, eh bien le R, à chaque fois, il est associé à ces cercles-là. Oh, pardon. Voilà. Il est associé à ces cercles-là. Alors, par exemple, si je m'intéresse au cercle qui vaut la résistance de 1, hop, voilà. Toutes les impédances dont la partie réelle vaut 1 sont sur ce cercle. Voilà. Tous les résistances dont la partie réelle vaut, je sais pas moi, 0,6, ils sont sur ce cercle. C'est pas toujours facile à suivre après dans les faibles. Hop, voilà. Etc., etc. Donc, la partie résistive, vous la lisez ici, sur cette échelle. Ça va pour l'instant? Alors, et ensuite la réactance, la partie imaginaire. Où est-ce que vous la lisez? En fait, la partie imaginaire, ce sont, hop, j'ai perdu mes feutres, ce sont les courbes qui sont ici. Là, vous vous déplacez avec une partie imaginaire constante. Et idem ici. J'en trace que quelques-unes, hein, bien entendu, vous l'avez compris. Voilà. Donc, quand vous cherchez l'échelle sur laquelle vous lisez les parties imaginaires, en général, elle est précisée à plusieurs endroits, d'accord? Elle va être précisée sur ces petits chiffres-là, là, ou elle va être précisée plus généralement en bordure, là. Là, voilà l'échelle. Et vous l'avez aussi là.
C'est bon? Alors, bah écoute, on peut prendre. Voice voudrait un exemple, donc on va le calculer. Alors, je vais prendre. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre 10 MHz. 10 MHz. D'accord? Ça représente 10 que multiplie 10 puissance. Alors, 3 c'est les kilos, 6 c'est les mégas. Tu es d'accord avec moi? Hertz. Donc, le lambda, il va valoir C sur F. C, c'est 3, 10 puissance 8. D'accord? Que divise 10 fois 10 puissance 6. Tu es d'accord avec moi? Donc, si tu écris ça, j'ai pas fait d'erreur. Ça va, j'ai pas fait d'erreur. Jusque-là, tout va bien. Ça fait donc, normalement, ça doit faire 30. Ça fait 10 puissance 7, ça fait 30. Donc, tu as un lambda qui vaut 30 mètres. Voilà. Ma colle nous donne quelques ordres de grandeur. Ben voilà, justement, tu vois sa colle. 100 mégas, c'est 3 mètres. 10 mégas, du coup, on est à 30 mètres. 10 gigas, c'est 3 centimètres. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, tout ce que tu vas lire sur sur cette échelle extérieure, c'est toujours des fois lambda. Donc, tu multiplies. Si par exemple, tu travailles à 10 MHz, tu multiplies tout par 30 mètres. Voilà. C'est bon pour tout le monde, ça? Est-ce que ça va? Alors, dernière opération importante, c'est savoir passer d'une impédance à une admittance. Parce que ça, c'est jamais, jamais confortable. Alors, il commence à manquer un petit peu d'Adam de Smith. Je vais utiliser celui-là, on va juste gommer ce qu'il y a dessus. Et pour la suite, j'avais déjà préparé quelque chose, mais bon, c'est pas grave. Hop. Alors, admettons que tu aies une impédance quelconque. Bon, je ne sais pas, moi je vais me placer en 1,2 plus 4J. Donc je suis ici. Et tu veux l'admittance qui lui correspond. Eh bien, en fait, l'admittance qui lui correspond, il suffit de prendre le symétrique par rapport à l'origine. Donc là, c'est pas compliqué. Tu traces amoureusement l'axe. Bon, je n'ai pas été très droit là, excuse-moi. Tu reportes la distance. Ah. Toc. Et donc, le point symétrique par rapport à l'origine de ton Z, si ça c'est Z, eh bien ça c'est Y. Voilà. C'est relativement facile. Tu traces tout simplement le miroir. Symétrie centrale par rapport, toujours pareil, au point central de mon dessin. Ceci étant dit, ça explique la tête de celui qui est en admittance. Vous prenez chaque courbe qui est là, vous en tracez le symétrique par rapport à l'origine. Donc par exemple, le cercle des résistances ici devient un cercle qui va de ce côté-là, etc. Et vous obtenez la bague de Smith en admittance. Voilà. Irslan nous dit, et du coup, on peut retrouver B, G, Y sur cette bague. Ben exactement, tu as juste à faire la même chose après, à suivre tes échelles, exactement comme tu le fais pour une impédance. Voilà, exactement. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, une fois que vous avez compris ça, on est bien parti.
on est bien parti, c'est-à-dire que vous avez l'intégralité des mécaniques à connaître autour d'un abac de Smith. C'est-à-dire qu'il faut savoir placer correctement soit un gamma, donc avec son ρ et son θ, soit un z avec l'axe des réels et la courbe des imaginaires. Voilà. Il faut savoir se promener le long de la ligne, c'est-à-dire tout simplement tourner sur un cercle de rayons constants d'une certaine distance qui est exprimée en fonction de lambda. Hop, excusez-moi, c'est pas très net. Voilà, donc soit vers le générateur, soit vers la charge. Ça dépend du sens dans lequel vous voulez aller. Et il faut savoir prendre le symétrique lorsque vous voulez passer en admittance et reprendre le symétrique lorsque vous voulez revenir en impédance. Ça, c'est les trois mécaniques de base de la bague de Smith. Alors, très pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez, vous êtes positionné en un point quelconque. Vous êtes positionné ici. D'accord? On va commencer par tout ce qui est tout ce qui correspond en fait à des liens série. Donc on travaille d'abord en impédance. Si vous vous déplacez dans un sens ou dans l'autre, en fait, vous ajoutez une composante imaginaire ou vous soustrayez une composante imaginaire, ce qui revient à avoir un condensateur en série, JC oméga, ou une bobine en série, JL oméga. Donc, par rapport à un point donné, quand vous vous déplacez en rajoutant une bobine ou en rajoutant un condensateur. Et si vous portez le même raisonnement avec la bague des admittances, puisqu'on a vu que les admittances, ça s'ajoute quand on met des choses en parallèle, eh bien, vous avez la bobine en parallèle si vous vous déplacez dans ce sens-là, et le condensateur en parallèle si vous vous déplacez dans ce sens-là. Voilà. Donc ça permet un peu mieux, ce dessin là il est tout bête, mais il permet un peu mieux de comprendre où se situent les différentes parties intéressantes d'un abac de Smith. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'on peut partir du principe que ces petites mécaniques-là, on y reviendra si nécessaire, hein, bien entendu, mais on peut les supposer à peu près acquises pour la suite. Est-ce qu'il y aurait moyen de le récupérer, nous dit Elmichif? Alors, bien entendu, je vais même te donner la source complète, puisqu'il y a un cours qui est beaucoup plus détaillé que ce simple schéma-là sur la bague de Smith. Et je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil si vous voulez des connaissances très précises et bien foutues sur ce thème-là. Tiens, je te le colle dans le... dans le chat. Voilà, j'ai un peu de mal aujourd'hui. On va faire un cas réel, PDP. Ne t'inquiète pas, on va faire un cas réel. Je voulais juste commencer par rappeler un petit peu les mécaniques de base qui sont dedans, histoire que s'il y en a qui ont raté quelques séances ou... Alors, Irslide nous dit, est-ce qu'on est d'accord qu'on va essayer, si j'ai bien compris, de se repositionner au centre? Ben oui, exactement. Le but du jeu à chaque fois, c'est d'essayer de faire en sorte que notre impédance mal foutue, elle se ramène en fait à une impédance, à une impédance Z0, une impédance purement réelle et égale à Z0. Bonjour Toine, un cas réel, c'est quoi cet animal? Tu vas voir. Tu vas voir. Alors, je vais prendre là juste pour vous me laisser une demi-seconde le temps de réouvrir un petit document que j'ai. D'accord. On va se mettre sur un cas pratique et on va essayer de comprendre comment on fait les choses. Alors, est-ce que j'ai... Oui, j'ai des feuilles blanches. Mon document est en train de charger, j'en suis désolé. Donc, on va se placer. Cas classique. J'ai un générateur. J'ai une ligne de transmission. D'accord. Et j'ai une impédance qui est au bout.
Ça va jusque-là? Donc, mon impédance, je vais prendre une valeur. Alors, qu'est-ce que j'avais dans l'exemple? Que je ne me trompe pas. J'avais 25 plus 50J. Voilà l'impédance réelle. Moins 50J, pardon, moins 50J. Voilà l'impédance réelle de ma charge, mon ZL. Ça va? Alors, toi, Doudi, il est bien ce modèle d'Abac de Smith avec des indications. Alors, si vous le voulez, ce modèle, hein, je vais vous le retrouver. Hop, il vient d'Internet, hein, je ne me suis pas embêté à le récupérer. Il vient même d'un site de l'INSA Lyon. Hop, le voilà. Voilà, si vous voulez exactement le même que moi, c'est celui-ci que j'utilise. Et bonsoir Tim, bienvenue à toi. Donc, le problème qu'on a là, c'est que on suppose, hein, on travaille et on suppose. Alors, qu'est-ce que je vais vous donner? Et bien entendu, le navigateur plante avec l'énoncé du problème, sinon c'est pas drôle. Hihi, bon. Allez, petit, reviens là. Non, tu veux pas? On va rebooter le téléphone sur lequel il y a le PDF, et pendant ce temps, je vais vous expliquer un petit peu la manœuvre. Donc, cette impédance qui est là ne correspond absolument pas à l'impédance caractéristique de ma ligne de transmission. Parce que figurez-vous que le long fil là, qui est là, toute cette ligne-là, elle a une impédance caractéristique, un Z0 de 50 ohms. Ce qui veut dire que si mon appareil qui est là commence à cracher une certaine fréquence, eh bien, vous allez vous retrouver avec quelque chose ici qui ne vaut pas 50 ohms. Donc, vous allez vous retrouver avec un écho, hein, avec une onde réfléchie qui vous revient dans la figure. Et ça va dégrader le message, ça risque d'abîmer l'émetteur. Bref, ça va pas être sympa. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de corriger l'impédance ZL qui est là, d'accord, de façon à ce que le générateur voit une impédance de 50 ohms absolument parfaite. Alors, comment on fait ça? On fait ça avec un petit montage qui s'appelle un stub. Alors, c'est quoi un stub? C'est simplement qu'on va ici, là, hop, à une certaine distance. Certaine distance ici, lambda, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, on va l'appeler LD. On va tout simplement mettre un long fil de longueur grand L, et au bout, on va mettre un court-circuit. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'en fait, ce machin-là va se comporter comme une impédance, et que la somme de ces deux impédances-là, en fait, ça fera 50 ohms. Donc on va rajouter ce long fil-là de manière à corriger l'impédance au bout, là, qui ne nous plaît pas, de façon à avoir un dipôle équivalent qui vaille 50 ohms pour qu'en fait je n'ai plus d'onde réfléchie. Est-ce que la démarche est claire pour tout le monde? Est-ce que déjà là ça va? Donc, dans l'idée, mon générateur là, il va cracher dans la ligne. Au bout, j'ai une impédance que je ne contrôle pas parce que c'est une antenne, c'est quelque chose. Voilà, vous n'avez pas le choix. Et vous allez placer quelque part ce petit court-circuit là, ce truc-là qu'on appelle un stub. Et si vous choisissez bien la longueur du stub, et si vous choisissez bien la position du stub, et bien en fait, ce sera comme si tout ce truc-là était une impédance de 50 ohms. Voilà. Exactement, Almi. Tout le secret de la chose,
d'accord, c'est de choisir correctement la longueur qui est la position qui est là et la longueur du stub qui est là. Et si vous les choisissez bien, alors la source n'y voit que du feu. Elle a l'impression d'avoir à cet endroit-là 50 ohms. Ça va? Est-ce que c'est bon ça? Est-ce que le concept va? Oui, tout à fait, Ursula. 50 ohms, ça veut dire qu'on veut 0 sur la partie imaginaire. Tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça. Alors, première chose, on va se positionner en ce point-là. En ce point-là, pourquoi? Parce qu'on connaît l'impédance. 25 moins 50J. Il faut juste se rappeler que la bague de Smith, il travaille en impédance réduite. Donc, il faut tout diviser par Z0. D'accord? Tout divisé par Z0. Ça veut dire qu'en fait, mon petit, alors je suis désolé, ça c'est un grand ZL, ça c'est un petit ZL. C'est en fait 25 moins 50J que divise les 50 ohms d'impédance caractéristique, puisqu'on veut travailler autour d'une impédance de 50 ohms. Donc ça veut dire que mon ZL, il vaut 25 sur 50 moins 50 sur 50J, donc ce qui fait simplement 1 demi moins J. Ça va pour tout le monde? Alors, du coup, première étape, on va placer dans la bague de Smith, d'accord, ce petit point-là, 1 demi moins 1J. Alors, 1 demi, c'est la partie réelle, donc ça correspond, tac, 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 vous voyez, ici, à ce cercle-là. Je vous rapproche un peu. Voilà. Et moins 1J, c'est ici. Donc, l'intersection des deux, 0,5 moins 1J, c'est ce point-là. Ça va? Oui, le double stub, toi, on y vient après, t'inquiète pas. Il faut déjà avoir un stub avant d'en voir deux. Alors, une fois qu'on a fait ça, ah, pardon, je me suis trompé, j'ai pris plus un J. Non, tu as raison, c'est moins un J. Excusez-moi. Voilà, c'est ce point-là. Ici, là, on est mieux quand même. Non, non, tu as raison, Irsla, c'est moi qui me suis trompé. C'est bon? Donc, une fois qu'on a fait ça, oui, c'est ça, il y en a qui suivent, bravo à vous. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va tracer le cercle. Hop, l'axe et le cercle. Ah. Excusez-moi. Hein. Et on va se mettre à travailler en admittance. Pourquoi on se met à travailler en admittance? Eh bien, tout simplement parce que ce qu'on va rajouter là, c'est en parallèle. Et donc, si on veut travailler en parallèle, il ne faut pas travailler en Z, il faut travailler en Y. C'est ce qu'on a vu au tout début. D'accord? Donc, vous tracez le cercle qui correspond voilà, correspond à votre ligne de transmission. Et si le ZL est ici, ça veut dire que le YL
est ici. Ça va pour tout le monde? Picsou dit note, il va falloir lui acheter un compas à la rentrée. Oui, 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 c'est ce que je disais au début du stream. J'ai volé le compas d'un de mes enfants, mais c'était peut-être pas une bonne idée. J'aurais dû en ramener un du boulot. Alors, maintenant que vous avez ça, il y a un cercle qui est intéressant. C'est-à-dire que moi, ce que je voudrais, c'est que je vienne à une distance, d'accord? Parce que après tout, j'ai le choix là où je travaille. Donc, j'aimerais me ramener à une distance où, au final, le Z qui m'intéresse, ou le Y, hein, ça revient au même, soit de la forme 1 plus une certaine partie imaginaire. Et ce cercle-là, d'accord, c'est celui-ci. Ça, c'est le cercle de toutes les impédances qui ont une partie résistive réelle limitée à 1. Du coup, je vais me déplacer sur ma ligne de transmission. D'accord? Je vais me déplacer sur ma ligne de transmission jusqu'à croiser ce cercle. Ce qui veut dire que j'ai deux points possibles, en fait. Soit je me place ici, soit je me place ici. Là, pas de préférence, c'est votre choix. D'accord? Alors, ben moi, je vais me placer là. Si je me place ici, ça veut dire qu'il faut que je me déplace le long de la ligne. Alors dis-moi, Ursula. Ursula, il a foiré la commande question. J'attends. Allez-y, allez-y, allez-y. Posez les questions. Profitez. Alors, on fait un stop en court-circuit, Antoine. Ça ne change rien. Que tu le fasses en court-circuit et en circuit ouvert, ça ne change pas grand-chose. Ça change juste de quel point tu vas partir pour la deuxième longueur. Alors, Ursula nous dit pourquoi on ne peut pas suivre la courbe en 0,8 imaginaire. Alors, la courbe en 0,8 qui est là, tu pourrais, d'accord, mais tu vas tomber sur des parties réelles qui vont être non nulles. Donc, tu vas juste te faire suer. Voilà. Au contraire, nous, on va chercher à trouver la bonne distance qui nous ramène à une partie réelle qui vaut 1. Et une fois qu'on l'a, on va chercher à ce moment-là à annuler la partie imaginaire. Tu vas voir, c'est pas très compliqué. Donc, si je me place ici, d'accord, ça veut dire que je me place à une certaine distance et je vais me déplacer en direction du générateur. Tout le monde est d'accord avec ça? Exactement, parce que Z0 sur Z0 vaut 1 fixe tout. C'est pour ça que je cherche à me ramener, en fait, sur une partie réelle qui vaut 1. Donc, je passe de 0, 2, 4, ouais, 0,116 lambda à peu près, à... Allez, je vous le fais à 0,18 lambda, hein, j'ai tracé très approximativement. Donc, vous avez, en fait, ici, 0,18 moins 0,116, vous avez la longueur à laquelle vous allez chercher à positionner le stub. C'est-à-dire qu'en fait, vous venez de calculer la longueur LD qui va bien, de façon à ce que ce bout de ligne-là, plus l'impédance qui est là, soit de la forme 1 plus quelque chose. Donc ça déjà, c'est sympa.
Regardons plus particulièrement ce point-là. Alors, on va quand même faire le calcul. Hein. 0,18 moins 0,116, ça vous fait... Plac, plac, plac. Est-ce que j'ai ma calculette quelque part dans ce bordel? Tac, ça me fait 0,064. Tout le monde est d'accord? Alors pour la démo Rancune, est-ce qu'on peut faire le calcul en allant vers la charge? Non. Non, parce qu'en fait, tu vois, tu étais là et tu es bien en train de te déplacer vers le générateur. D'accord? Donc il ne faut pas te tromper dans le sens de déplacement. Là, il faut bien que tu te déplaces dans ce sens-là. Donc, ceci est la position à laquelle je vais placer mon stub. Et pour cette position-là, je suis à 1 plus 1,6J. Ça, c'est la valeur complexe que j'obtiens en me plaçant sur ce point-là. Et en lisant bien sa partie réelle, bah, c'est 1. Heureusement, j'ai tout fait pour. Et sa partie imaginaire, c'est 1,6. Ça va pour tout le monde? Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Bon, on cherche à fabriquer le stub qui va bien. Alors, Irsla, je te le montre comme ça parce qu'en fait, après, je vais te montrer une autre manip qui est le double stub. Et donc, pour faire le double stub, il faut bien que tu comprennes ce calcul. Donc, ce que je viens de démontrer, c'est que finalement, ma ligne de transmission ici, on oublie le stub pour l'instant, si je me ramène à la bonne distance ici, ça me fait, en fait, une impédance qui vaut 1 plus 1,6. Ça va? Non, tu peux parler, Irsla, c'est pas du tout le sens de mon propos. Hein. C'est juste essayer de le résoudre graphiquement parce que après c'est plus utile. Donc, il me plairait bien, moi ici, c'est maintenant de rajouter mon stub de façon à ce qu'il fasse moins 1,6J. Comme ça annulerait la somme des deux, annulerait le 1. Vous êtes d'accord? Du coup, où se situe le point R égale 0 et Z égale moins 1,6? Le moins 1,6, il est là. Et en fait, le R égale 0, c'est le cercle le plus extérieur de la bague de Smith. Donc en fait, vous voulez une impédance, une admittance pardon, de stub qui se situe ici. Ça, c'est le Y stub. D'accord? C'est tout simplement l'opposé de la partie imaginaire. Vous êtes toujours avec moi? Il ne nous reste plus qu'à déterminer la longueur du stub. Donc, il faut trouver quel est le stub dont la longueur nous amène à une admittance ici. Bah, je vais repasser en impédance et calculer à partir du court-circuit. Donc, le Y, c'est bien, mais moi, ce que je veux, c'est un Z. Je veux arriver ici. Ça, c'est le Z du stub. Tout le monde est d'accord? Vous êtes avec moi tous? Je me sens très très seul. Je suis dans une cave,
tout seul, abandonné. Et maintenant que je sais que je veux faire un stub, je me rappelle tout simplement qu'un stub n'est qu'un court-circuit pris à une certaine longueur. Or, le point de court-circuit, je le connais. Il est là. Donc, je vais partir du court-circuit. Et je vais regarder de combien je dois me déplacer en direction du générateur pour obtenir l'impédance qui m'intéresse. Et ça, c'est la longueur de votre stub. Et là, vous avez tout. Vous avez la position, vous avez la longueur, c'est gagné. Donc, si je suis à 0, je suis à 0,09 lambda. Voilà. Vérifie vite fait sur mon document que je ne vais pas vous raconter des âneries, mais normalement, on doit retomber sur les bons calculs. Top. Yersla qui me charrie. Il va falloir acheter une règle plus large avec le compas, c'est moche cette encoche de doigt. Gna 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 gna. Alors, 0,09 lambda, mes amis, nous avons tout juste. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ça? Est-ce que tout le monde a compris? Donc, première étape, je positionne ma charge. Ça va? Deuxième étape, je me dis, bon, puisque ça va être des choses en parallèle, je vais travailler en Y. Donc, je calcule le symétrique et je passe à YL. Troisième étape, je regarde de combien il faut que je me déplace dans la ligne pour avoir une partie réelle qui vaut 1. J'ai deux points possibles. Soit je me déplace jusque là, soit je me déplace jusque là. Vous pouvez choisir les deux. Hein. Moi, j'ai choisi la première parce que ça faisait un truc qui n'était pas trop loin. Sinon, ça veut dire qu'il faut que j'aille plus loin dans la ligne. Vous obtenez ici l'impédance prise en une certaine position de votre ligne de transmission. Donc ici, en la lisant, j'ai obtenu le 1 pour la partie réelle et le 1,6 pour la partie imaginaire. Donc ça, c'est l'endroit auquel je vais placer mon stub. Quelle va être la valeur de mon stub? Si je suis arrivé à une admittance de 1 plus 1,6J, moi je voudrais arriver à une admittance de 1. Donc je vais vouloir un stub de 0 moins 1,6J. Donc 0, c'est le cercle extérieur. Moins 1,6J, c'est cette courbe-là. J'arrive à l'admittance de mon stub qui est là. Maintenant, cette admittance de stub, je la transforme en impédance. Donc, je reprends le symétrique pour obtenir le Z-stub. Voilà le Z-stub que je voudrais. À ce moment-là, j'ai presque fini. Je me rappelle que mon stub, c'est en fait un court-circuit. Donc, je prends l'impédance du court-circuit et je me déplace le long de cette ligne-là. D'accord? L'impédance du court-circuit, elle est là. Et quand je me déplace le long de la ligne, je me déplace en fait vers la charge. Vers la source. D'accord? Vers le générateur. Donc je me déplace depuis le point de court-circuit jusqu'à obtenir l'impédance pour le stub qui m'intéresse. Et donc ce déplacement-là correspond à la longueur du stub. Est-ce qu'on est bon pour tout le monde? Est-ce que quelqu'un a besoin que je réexplique? C'est surtout ça. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà, ce qu'il ne faut pas rater, et tu as raison Antoine, c'est que les deux étapes sont indépendantes. D'abord, je cherche la position. Une fois que j'ai cette position, je connais l'impédance. Du coup, je me dis, tiens, il faut que je nie la partie imaginaire. Donc, je me place au négatif de la partie imaginaire. Et de là, je vais essayer de construire le stub qui va bien. Donc, je repasse en impédance. Et c'est comme ça.
Irsla dit moi un peu comme PDP Maker. Le déplacement vers la source pour le calcul de la longueur du stub, c'est louche. Ben non, regarde. Oublie, oublie tout le reste du montage. D'accord? Oublie tout le reste du montage. Le stub, il est là. C'est une charge de z égale 0. Et tu te déplaces le long de cette ligne-là. Donc construire le stub, c'est en fait se déplacer là jusqu'à la bonne longueur. Et du coup, tu pars du court-circuit et tu te déplaces vers le générateur jusqu'à obtenir le Z qui t'intéresse. Au sens électrique, n'oublie pas que j'aurais pu... Ce ne sont que des fils, hein. Je pourrais les tordre et puis les mettre dans cette direction-là. Hein. Ça ne change rien pour le stub. Voilà. Toine dit, tu peux aussi adapter le générateur à la charge. Intellectuellement, c'est tordu. Oui, je reconnais ça. Je reconnais totalement. Exactement. Tu vois où tu es, tu connais la charge, puisque c'est un court-circuit, et tu regardes combien de fils il te faut pour obtenir le Z qui t'arrange bien. Donc il y a vraiment deux étapes. Il y a une étape qui est de choisir le point sur ma ligne de transmission pour que je ne m'embête pas et que j'ai la bonne partie réelle. Et ensuite, j'ai choisir ce que je rajoute pour que la partie imaginaire dégage quand je ferai la somme. Voilà. Donc ça, mes amis, c'est le calcul d'un stub. Alors des stubs, vous pouvez en voir hein, en fait en pratique. Des stubs calculés de cette façon. Alors je vais essayer de vous remettre l'écran. Voilà. Si vous cherchez un petit peu sur Google, vous pouvez trouver des stubs sur PCB. Hein, c'est assez courant. Alors bon, là c'est des stubs sous forme de VIA. C'est pas forcément ce que je cherche. Est-ce que j'en ai là Et forcément, je dis c'est assez courant. Il va pas m'en montrer un seul, c'est ça? Petit, 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 petit. Bon, là, vous en avez un, mais c'est pas la manière préférée. Voilà. Vous voyez, souvent, ça ressemble à ça. Ah, forcément. Voilà. Très souvent, ça ressemble à ça. Vous avez votre ligne de transmission ici, là, qui arrive. D'accord? Vous avez ensuite le départ vers l'antenne, etc., qui a une certaine impédance caractéristique, qui peut-être ne va pas du tout vous arranger. Et en fait, vous allez réaliser un stub sous forme d'une dérivation ici. Alors ça peut être un stub ouvert ou un stub en court-circuit, hein, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est le côté que vous utilisez de la bague de Smith. Et là, vous avez, en fait, ça c'est typiquement une adaptation d'impédance qui permet d'adapter l'impédance de l'antenne ou du dipôle que vous avez ici à l'impédance caractéristique de la ligne et de votre émetteur. Voilà. Hop. Alors attendez, je vous reprends sur la discussion. Voilà. Oui, la masse est supposée en dessous, là, exactement, elle m'y suit. Et là, c'est un stub ouvert, en fait, en pratique, c'est pas un court-circuit. Alors, Toine nous dit sur les antennes Wi-Fi et Bluetooth de vos cartes microcontrôleurs, par exemple. Oui, exactement, on les voit très très souvent là-dessus aussi. Ça peut être une piste, ça peut être un tube réglable, ça peut être plein de choses différentes. Quand c'est une piste comme c'est le cas ici, en fait, vous avez le plan de masse qui est en dessous. Hein. Donc ça revient à la même chose. Est-ce qu'on est tous bons là? Est-ce que sur le stub simple, vous avez compris la construction? Je la répète une dernière fois pour que tout le monde soit bien d'accord. Je pars de l'impédance de ma charge. D'accord? Je trace le grand cercle parce que de toute façon, me promener de le long de la ligne, ça revient à me promener sur ce cercle, que ce soit en impédance ou en admittance. D'accord? Ensuite, comme là je vais la rajouter en parallèle, je travaille en admittance, donc je prends le symétrique.
Je cherche à me ramener à une admittance de la forme 1 plus quelque chose. Donc ça explique le déplacement le long de la ligne pour positionner le stub. Le 1, la partie réelle 1, c'est ce cercle que j'ai surligné en orange là. Et donc, pas en rose en l'occurrence, et que vous avez ici. Donc je cherche, je sais qu'il va falloir que j'arrive ici. Ça me donne mon déplacement. Quand je suis ici, l'admittance que j'ai, c'est 1 plus 1,6j. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je fabrique un stub d'admittance moins 1,6j pour éliminer cette partie-là. Donc je me place en 0 moins 1,6j, c'est lui. Histoire de ne pas m'embrouiller les pinceaux, je repasse en impédance. Et je sais que c'est un court-circuit où je vais me promener le long de la ligne jusqu'à trouver cette impédance-là. Et donc ça me donne la longueur de la ligne de stub. Voilà. Alors, pour répondre aux questions de PDP, etc., vous pouvez créer un stub ici en ayant un court-circuit, ou vous pouvez créer un stub ici en ayant un circuit ouvert. La différence, c'est que du coup, la longueur de votre stub, vous allez soit partir du court-circuit pour arriver là, soit vous allez partir du circuit ouvert et vous allez devoir faire tout ça pour arriver là. Donc, vous pouvez sans problème le faire avec un circuit ouvert, mais ici, dans ce cas-là, votre stub, il sera beaucoup plus long. Alors, Nico nous dit, il ne faut pas revenir au grand Z. Alors, tu n'as pas besoin, Nico, puisqu'en fait, lorsqu'on arrive au petit z égale 1, eh bien, en fait, ça veut dire que grand Z sur Z0 égale 1, et ça veut dire que grand Z égale Z0. Donc, l'adaptation, c'est exactement équivalent de dire je suis en Z égale Z0 ou de dire je suis en petit z égale 1. Tu n'as pas besoin de t'embêter à revenir à ce niveau-là. Merci pour le follow, Arnaud Malbeul. J'ai vu quelques follow passer, hein, je ne les signale pas toujours, mais je vous remercie en tout cas. Beaucoup, beaucoup. Toi nous dit parce que tu as normalisé précédemment pour le grand Z. Oui, tout. Alors, j'ai normalisé pour trouver le petit z et pour travailler avec la bague de Smith. Mais l'impédance normalisée du court-circuit, elle est là, d'accord? Et que tu repasses au grand Z d'un court-circuit, ça ne changera pas la phase du bande. C'est toujours un court-circuit, en fait. Voilà. Alors, le stop simple, il a ceci de pratique qu'en fait, il est facile à réaliser. D'accord? Vous avez vu, au final, avec la bague de Smith, ça se comment dire, ça se fait assez simplement. Alors PDP Maker, excusez-moi, nous dit, je pense avoir compris le stub en court-circuit, mais pas compris le fonctionnement de ce qu'on a vu avec la piste. Faut tenir compte du diélectrique du PCB. Alors en pratique, tu n'as pas vraiment besoin. En pratique, en fait, c'est juste que ce que tu as vu avec la piste, ça correspond à un stub ouvert, un circuit ouvert. C'est-à-dire un stub dans lequel ici, tu n'as pas un court-circuit, mais tu as juste un circuit ouvert. Voilà, exactement. Et donc en fait, du coup, quand tu calcules un stub en circuit ouvert, tu attaques d'ici. Ça, c'est le circuit ouvert, ça, c'est le court-circuit. Donc, ça veut dire que c'est le même raisonnement, mais pour calculer cette longueur-là, tu vas partir de là et tu vas calculer tout ça. Ce qui, du coup, des fois, est plus intéressant d'aller travailler avec le deuxième nœud, parce que du coup, tu vas avoir quelque chose qui est comme ça. Voilà, je te fais pas le dessin, mais t'as compris. Toine nous dit, attendez, j'ai peut-être une carte. Ah, bah ça, ce serait une bonne nouvelle, Toine, ça permettrait de montrer un petit peu. Des stubs, on peut aussi en faire à l'aide de VIA, ça se fait assez couramment, mais je ne veux pas vous le montrer tout de suite. On se le réserve en fait pour les fois où on fera de la, comment dire, de la conception de PCB, parce que ce sera intéressant un petit peu de voir justement comment est-ce que on peut garantir une impédance caractéristique et comment on peut placer un stub, comment calculer la longueur du stub, etc. Et comment le réaliser, ben, soit avec un via, soit avec une piste. Il y a plein de méthodes différentes. Alors en attendant, pendant que Toine nous cherche
excusez-moi, la photo de la carte. Pendant ce temps, moi, je vais réimprimer quelques abacs de Smith parce que j'en avais pas prévu suffisamment. En tirer 5, ce sera bien. Voilà. Et pour qu'on puisse attaquer assez vite le double. Qui n'est pas plus compliqué, hein, rassurez-vous. Bonsoir F4 JRK. Ah bah vu le blaze, vu le blaze, j'imagine que j'ai affaire à un radio amateur là. Donc ce genre de petit schéma, toi, ça devrait te parler, je pense. Irsla nous dit mais si on sait faire une piste à la bonne impédance, pourquoi est-ce qu'on y ajouterait un stub? Eh bien, tout simplement parce que tu peux avoir ton chip qui demande à piloter du 50 ohms, que tu peux avoir derrière une ligne à 50 ohms, et ça, justement, tu peux faire une piste à 50 ohms, mais que ce que tu vas avoir au bout de ton connecteur, que ce soit ton antenne, que ce soit un ampli, que ce soit quelque chose d'autre, en fait, il n'est pas l'impédance caractéristique qui t'intéresse. Donc, ça dépend vraiment de ce que tu mets au bout au bout de ton connecteur coax. Fixoulab nous dit, est-ce que ça veut dire quand on règle une antenne, c'est plutôt pour corriger la longueur du coax qui n'est pas forcément adaptée? Les réglages d'antenne de façon générale, c'est plutôt de l'orientation. C'est plutôt parce que ton antenne en elle-même, elle a des directions. Par exemple, certaines antennes sont très directives. Ça veut dire que là, elle entend très bien. Là, elle est un peu sourde. Et ce qui arrive de là, elle ne l'entend pas du tout. Donc généralement, c'est plutôt du positionnement, de l'orientation. Tu peux avoir également du stub, etc. Mais généralement, les antennes qu'on te vend, elles sont prééquipées de manière à être au Z0 qui va bien. Voilà, on ne demande pas de faire ça à tout le monde. Ça va plus être intéressant, typiquement, sur de la conception de circuits haute vitesse, ou ça peut être intéressant pour le monde des émetteurs radioamateurs, etc., dans lesquels tu peux avoir des antennes faites maison, tu peux avoir des choses comme ça, où tu es obligé d'adapter un petit peu. Voilà. Alors, toi n'a pas retrouvé la carte, malheureusement. McCall nous dit un bed field pour une antenne, sa longueur dépend de la fréquence, mais du coup on ne maîtrise pas son impédance, d'où le réglage. C'est exactement ça. Alors il y a des méthodes de calcul hein, pour tout ce qui est impédance, alors d'une ligne bifilaire, d'un coaxial, impédance de deux lignes parallèles, etc., etc. C'est des équations qui sont connues, maîtrisées. Vous trouverez plein d'outils pour les calculer. Voilà. Mais pour autant, tu as toujours de l'incertitude. Alors, par exemple, il y a le club de radio amateur qui est à l'IUT où je travaille, qui a préparé des lignes à fente pour un des TP avec les étudiants. Donc, une ligne à fente, hein, c'est un conducteur, c'est un conducteur rectangulaire. Enfin, on va dire, c'est une poutre. C'est une poutre sans le dessus. Voilà, c'est un U, c'est un profilé en U, au milieu duquel tu fais passer un fil, d'accord, qui ne doit avoir bien entendu aucun contact avec les côtés. Et donc l'ensemble des deux te forme une ligne de transmission. Et en fonction de la géométrie du U et en fonction du diamètre du fil, tu as une certaine impédance caractéristique. Si tu t'es un peu raté, tu peux rattraper le coup typiquement sur du montage de stub ou sur des petits montages qu'on verra plus tard, hein, les adaptateurs pi, les adaptateurs L, etc., etc. Il y en a plein. PDP Maker nous dit comment ça se passe dans le cas où le signal peut changer de fréquence. Lambda va changer et les longueurs aussi. C'est le problème, hein, PDP. C'est tout à fait le problème. C'est-à-dire que quand tu calcules une adaptation justement de cette manière-là, avec un stub, en fait, cette adaptation, elle est faite réellement pour une certaine fréquence de travail. Et si tu changes ta fréquence de travail, faut adapter, faut changer le stub. Et c'est là que tu m'offres une introduction très naturelle, et je t'en remercie, pour la suite. C'est-à-dire que ce montage-là, il a un défaut. Il a un défaut, et son défaut, attendez, je rebascule sur la bonne caméra. Tac. Il a un défaut, c'est que vos deux variables de travail, c'est à la fois la longueur du stub, mais aussi sa position. D'accord ? Or, ce qui va se passer, c'est que dans certains cas expérimentaux,
on va se retrouver à travailler de la façon suivante. Vous allez avoir votre ligne de transmission, supposée longue. D'accord. Vous allez avoir donc d'un côté votre émetteur, votre générateur, donc peu importe, ce qui génère de façon générale votre circuit. Et vous allez avoir de l'autre côté votre charge qu'on va supposer pas adaptée, pas correcte, pas comme on le veut. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prévoir des points d'accroche à des distances préétablies. C'est-à-dire, typiquement, c'est par exemple lambda sur 8. Voilà. Ça peut être autre chose, hein. Rien ne l'empêche. C'est-à-dire que là, les points d'accroche sont fixes. Vous ne les choisissez pas. D'accord. Et puisque vous ne les choisissez pas, vous allez jouer sur la longueur du premier stub pour faire une première correction et sur la longueur du second stub pour pouvoir arriver réellement à cet endroit-là, à l'impédance caractéristique Z égale Z0. Donc, vous ne contrôlez plus le positionnement de vos stubs, mais vous contrôlez deux longueurs, L1 et L2, et vous allez faire en sorte que ces deux-là vous placent au bon endroit de la plaque de Smith. C'est pour ça que la correction à deux stubs est tellement pratique, en fait. C'est parce que quand vous fabriquez un PCB, c'est facile de vous placer à votre fréquence de travail, elle ne va pas trop bouger, et de dimensionner le stub qu'il vous faut. Si par contre vous avez quelque chose dont soit l'impédance de charge, soit la fréquence de travail peuvent varier, eh bien dans ce cas-là, vous supposez ces distances-là connues et vous faites une adaptation en deux temps avec deux stubs. Voilà. Vous avez toujours deux curseurs, mais ce n'est plus les mêmes. Tout à l'heure, vos curseurs, c'était position et longueur. Maintenant, les positions sont imposées. Et donc, vous n'avez plus le choix, vous ne pouvez jouer que sur les longueurs de stub. Voilà. Ça, c'est la correction à deux stubs. Toine nous dit, il y a un gigastub CC sur l'ESP01. Ah, bah, est-ce que j'en ai qui traînent? Peut-être bien. Laisse-moi regarder. Laisse-moi fouiller un petit peu. Avec un peu de chance, j'en ai dans un coin. Non, pas ici. Ah, bah, petit. Plus. Ah, vous savez, plutôt que de fouiller dans tous les placards, on va plutôt regarder si on peut le voir directement à l'écran. Ce sera plus simple. Tac. Allez. ESP01. POC. Alors, là, c'est pas forcément... J'imagine que c'est ça. Est-ce que j'ai des meilleures vues de l'ESP01? Attendez, je bascule le chat sur le côté. Hop. Voilà. Alors. Je suis pas sûr que ce soit un stop, ça, mon grand. Ouais, c'est la ligne d'arrivée, ouais, c'est ce que je pensais. On peut essayer de voir ça en plus en pratique. Stub, PCB, photo. Parce que très souvent, maintenant, ils jouent à faire les stubs avec des VIA, donc c'est un peu casse-pied. C'est moins évident à montrer. Petit. Là, j'en ai un, mais il n'est
pas très parlant. Bon, j'en vois pas, mais j'essaierai de vous en trouver, j'essaierai de vous en trouver quelques-uns. Je pense que dans les différents circuits que j'ai ici, c'est bien le diable s'il n'y en a pas un qui se promène quelque part. Alors, on va attaquer le double stub, si vous voulez bien. Qu'est-ce que vous en dites? Toujours partant? Je vous ai pas encore tué? Alors, il faut juste que je le retrouve mes notes. Et on va pouvoir attaquer. On va le faire un peu rapidement, quitte à le reprendre la prochaine fois, mais comme ça, au moins, vous l'aurez vu. Alors, on va se positionner dans un cas, comment dire, dans un cas un peu général. Et puis, à partir de là, on va essayer de suivre le raisonnement qui est derrière. Donc, ce que je vous propose, c'est de nous placer sur un, comment dire, sur un cas dans lequel on va avoir ici une distance, alors je vais prendre le même que l'exemple de la page web que je vous ai donné, de 0,1 lambda. Voilà. Et on placera notre deuxième stub à une distance de, combien ils prennent? 0,15 lambda. Et on va se donner une... Hop, pardon, je me rends compte que c'est pas la bonne caméra que je vous ai mise. Ma gueule, vous en avez rien à foutre. Voilà. Donc 0,1 lambda pour la distance du premier stub, 0,2 lambda pour la distance du deuxième stub. On va se donner une impédance ZL qui vaudra 10 plus 15J. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on s'y prend? On s'y prend comme au fou. Première chose à faire, on va d'ores et déjà ici, d'accord, passer en impédance réduite. Donc, l'impédance réduite de ma charge, c'est 10 plus 15J que divise 50, d'accord, qui va nous faire du... Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'ils nous ont donné d'autre? Qui va nous faire du 1,5 attendez. Non, ce qui va nous faire du 0,2. Il va nous faire du 0,2 plus 0,3J. Voilà, comme impédance réduite. Donc on va commencer à travailler avec une charge qui se situe en 0,2 et 0,3. D'accord? Et on va supposer qu'on travaille avec une fréquence de travail de 145 MHz. C'est bon pour tout le monde? Première chose, comme toujours, on attrape son abat de Smith et on place son impédance. D'accord? Donc, ce qui va se passer, vous allez voir, c'est un petit peu particulier. Donc, première chose, je me place en 0,2. Ça correspond ici. D'accord? Plus 0,3. Nous sommes à cet endroit-là. Voilà. Ça, c'est mon impédance ZL. C'est bon pour tout le monde? Je vais donc commencer par tracer le cercle qui va me permettre de me promener le long de la ligne.
essayer de ne pas se rater parce que je le fais au stylo. Voilà. Donc ça, c'est l'impédance équivalente lorsque je me promène le long de ma ligne de transmission. Comme on va travailler, encore une fois, avec des éléments qui sont mis en parallèle, plutôt que de travailler en impédance, je vais travailler en admittance. Donc, je commence par réaliser, cette construction-là, afin de trouver ici le YL. Ça va jusque-là pour tout le monde? Normalement, là, vous maîtrisez. Deuxième étape, je vais en fait me déplacer de 0,1 lambda. D'accord? Tout simplement parce que, pas le choix bonhomme, 0,1 lambda, ça t'est imposé, donc tu dois calculer à cet endroit-là. Donc on passe de 0,298 à 0,398 A. Et ici, vous voyez, ce déplacement-là, c'est 0,1 lambda. Donc vous arrivez ici à l'impédance équivalente à ce machin-là, ramené en ce point-là. Donc, mon objectif, c'est toujours le même. Mon objectif, c'est de réussir à me positionner correctement sur le cercle qui est là, de façon à ensuite annuler la partie imaginaire. D'accord? Annuler la partie imaginaire et m'en sortir, j'ai envie de dire, avec les honneurs, quoi. Et de m'en sortir royalement au bon endroit. Donc là, c'est le YL, là, c'est le YL à la position 1. Tout à fait. C'est bon pour ça? Ça, c'est YLA. Tu as raison, Irsla. Bon. Si je prends... D'accord? Si je prends ce truc-là, mon idéal, ce serait d'arriver déjà à complètement annuler la partie imaginaire de ce truc-là. Et le premier stub, il va me servir à ça. Donc, il va me servir à essayer de me ramener, d'accord, à une partie purement, comment dire, purement réelle, d'accord, que je pourrais ensuite compenser par le deuxième stub. Comment est-ce que je vais faire ça? Vous prenez le cercle qui est là, et vous allez le faire basculer de 0,15 lambda pour le ramener là. C'est-à-dire que puisque je veux être sur le cercle ici, eh bien, je vais ramener mon cercle unitaire en direction de la charge de 0,15 lambda. Ça va? Donc, ce cercle-là, je vais le faire basculer dans cette direction-là de 0,15 lambda. Alors, 0,25 moins 0,15, ça fait 0,10. Ah.
Et il faut ensuite tracer le cercle qui va bien. Alors là, on va s'amuser. Combien il fait, mon appel de Smith? Je triche un peu. Il fait 8,4. 4,2. Ouais, ça doit être à peu près là. Ah. Et je vais tracer donc ce cercle décalé dans le bon sens. Hop là. Bon, c'est approximatif, hein. C'est pas génial en précision. Mais vous voyez, j'ai décalé mon cercle pour le ramener à cet endroit-là. Et maintenant, oula, 0,1, largué, je pense être. Alors, regarde. Première position, tu dois te ramener ici. D'accord? Tu dois ramener cette charge ici. Donc, tu positionnes ta charge, tu passes en admittance et tu voyages de 0,1 lambda. Tu arrives là. Ça va jusque-là? Maintenant, mon problème, c'est de réussir à me ramener sur ce cercle-là. C'est bon? Me ramener sur ce cercle-là, on est d'accord, mais à cet endroit-là. Et le deuxième stub annulera la partie imaginaire. Donc pour me ramener sur le cercle-là, à cet endroit-là, il faut que je tourne de 0,15 lambda, direction la charge. Donc c'est tout le cercle que je vais faire tourner direction la charge. Ce qui veut dire que si j'arrive à me retrouver n'importe où sur ce cercle-là, d'accord, quand je passerai au deuxième stub, je serai sur le bon cercle. C'est toujours bon? Alors, si tu prends ici, tu es sur R égale 0,3. D'accord? Ça, c'est l'admittance positionnée au point du premier stub. On va rester sur ce R égale 0,3 et on va voyager le long du cercle. Alors, laisse-moi retrouver une autre couleur. On va voyager le long de ce cercle-là. Et on va chercher où est-ce qu'on peut se placer pour croiser le cercle qu'on vient de construire. Donc, en fait, il y a deux points qui pourraient très bien aller. Celui-ci, ou, si je continue le schéma, celui-là. Ça va toujours? Donc, c'est ce point-là qui m'intéresse. Ce point-là, il se situe à J égale 0,12 à peu près. Donc ça me donne d'ores et déjà l'adaptation qu'il faut que je fasse. C'est-à-dire qu'il faut que je passe de 0,7J ici à 0, que je ne me trompe pas, 12, 11, 12J. 0,11J, 0,12J. Donc ton premier stub, il va servir à ça. Il va servir à te ramener ici. Et donc, il va falloir compenser la partie imaginaire. Ensuite, tu continues ta construction. C'est-à-dire que tu te places, maintenant que ton premier stub t'a amené à ce point-là, à 0,15J. Donc, tu te redécales. Tu vas tomber quelque part là. Et tu reconstruis ton deuxième stub, comme d'habitude. Voilà. Alors,
PDP Maker nous dit, mais on ne sera jamais sur le cercle orange. Si, PDP. Parce que pour l'instant, nous étions là. D'accord? Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est placé sur le point qui va bien pour que lorsqu'on se décalera ici, mon cercle au crayon à papier va devenir le cercle orange qui est là. Et donc, le point qui est là va passer ici. Et ça va être bon. Voilà. Donc, vous voyez l'astuce dans la construction du double stub, c'est vraiment un premier décalage qui vous est imposé. Vous n'avez pas le choix. Ensuite, vous dites, je veux qu'à la fin, j'arrive ici. Donc, je vais commencer par décaler ce cercle dans le sens opposé pour raisonner à ce point-là. À ce point-là, je vais me placer ici et je vais du coup devoir modifier ma partie imaginaire. Donc, ce sera le but de ce premier stub-là, c'est d'arriver ici. Ensuite, je me décale de 0,15 lambda. Donc, ce point-là va tourner. D'accord? Se retrouver ici. Et maintenant, je calcule mon deuxième stub de manière à annuler la partie imaginaire de ce deuxième point. Voilà. Donc, vous avez vu, je ne vais pas forcément rentrer beaucoup plus dedans, puisque je pense que là, c'est vraiment les radio-amateurs que ça va plus intéresser, et peut-être un peu moins les designers de circuits. Mais vous avez vraiment cette notion de toujours se ramener au cercle de R égale A. Parce que ce cercle-là, on est presque sur la bonne solution, il ne reste plus qu'à annuler la partie imaginaire. Donc, on fait cette construction-là en le déplaçant dans un sens, en s'y plaçant, parce qu'on sait qu'après, quand on va se déplacer dans l'autre sens, on va être bien. Voilà. Est-ce que c'était clair, ça? Est-ce que le double stub, ça vous va à peu près? Je ne l'ai pas détaillé plus. Si vous voulez, on pourra le faire. Ou si vous préférez, je vous en ferai une version écrite. Le principe, il reste le même. Il reste toujours des décalages, soit vers la charge, soit vers le générateur. C'est pas plus compliqué que ça. Promis, juré, il n'y a rien de plus que ça. Voilà. Bon, je vois qu'il est déjà tard, 22h20. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte sur cette partie-là? Wunsch nous dit les électriciens sont partis se coucher depuis longtemps. PDP nous dit alors le PDP nous dit l'intérêt du double me semble flou. En fait, le vrai intérêt du double, c'est que tu n'as pas à changer les positions. Or, quand tu es par exemple sur un câble coaxial, une fois que tu as fait ton épissure, nom de Dieu, tu n'as pas envie de la balader. Voilà. Donc au moins, tes points d'accroche sur ta ligne de transmission sont constants et tu changes juste tes longueurs de stub. C'est ça le principal intérêt. Voilà. Irsla nous dit, pour en YL1, il était sur le cercle d'origine, décalé de 0,1 lambda, longueur imposée, mais du coup, je ne comprends pas d'où sort la courbe de 0,3. Eh bien, c'est tout simplement la partie réelle. Attends, je te le remonte. Quand j'ai décalé ma charge de 0,1 lambda, je suis tombé ici. Et ce truc-là, il a une partie réelle et il a une partie imaginaire. Il a une partie réelle de 0,3, il a une partie imaginaire de 0,7. Et en fait, je ne veux pas que le premier stub touche la partie réelle. Donc, ça veut dire que je vais me déplacer le long de cette courbe réelle, qui est simplement la courbe qui passe par ce point-là. C'est tout. Voilà. Pas plus compliqué que ça, ça. Alors, Macol nous dit qu'il faudra aller jusqu'au bout du double parce que là, ça reste un petit peu beaucoup nébuleux. Oui, écoute, il n'y a pas de problème, Macol. Ce que je peux faire, c'est Je prends 5 minutes tranquillement demain et puis je vous en fais une version papier. Voilà. Je vous en fais une version papier, comme ça vous pourrez le suivre étape par étape. Ceci étant dit, je vous rappelle juste le lien. D'accord ? Le lien que je vous ai donné sur le site de ON5VL, voilà, c'est de là que j'ai pris l'exemple. Donc, j'ai suivi exactement le même exemple. Donc, vous pouvez le reprendre de votre partie à vous, enfin de votre côté à vous, excusez-moi, et vous allez sans aucun problème réussir à le faire. Voilà, je vous en ferai une version condensée, promis. Bon, ceci, a priori, termine pour l'instant, parce qu'on y reviendra un peu plus tard, sur nos abacs de Smith.
Le but, c'était que vous compreniez d'abord l'existence de cette onde réfléchie, et ensuite que c'était pas une fatalité. C'est-à-dire qu'on pouvait, en touchant un peu notre ligne de transmission, en se déplaçant le long, en rajoutant un stop, en fait, en contrôler l'impédance. Cette notion d'impédance contrôlée, ne vous y trompez pas, hein, beaucoup vont me dire ouais, c'est des trucs de radioamateurs. Alors déjà, les radioamateurs sont des gens tout à fait sympathiques, donc on ne dit pas du mal d'eux. Et deuxièmement, ce n'est pas que des choses de radioamateurs. Quand vous allez vouloir monter en fréquence, d'accord, c'est-à-dire lorsque vous allez arriver, je sais pas moi, vous prenez un signal à 1 gigabit par seconde. 1 gigabit par seconde, c'est 2 gigahertz, voire bien plus, en général 10 gigahertz de bande passante. Donc, les techniques qui sont utilisées pour les hautes fréquences, elles sont totalement communes entre l'univers des radioamateurs et l'univers des électroniciens. Et heureusement, ça reste la même physique en dessous, hein. On n'a pas réinventé l'électron, quoi. PDP Maker nous dit, est-il possible de calculer le complexe correspondant à l'entrée d'un IC par son datasheet? Alors généralement, tu peux PDP Maker parce qu'il te donne la résistance d'entrée, ils peuvent te donner les capacités d'entrée. Souvent c'est capacitif, hein. Donc oui, en général, tu peux les avoir. Si c'est important, c'est-à-dire si c'est par exemple un chip pour de la transmission de signal vidéo, par exemple, vu qu'on en parlait hier avec Tregui, eh bien en fait, ils vont même te dire que l'entrée, elle est adaptée à 50 ohms très précisément, et donc tu n'as même pas à t'en faire, tu as juste à fournir la ligne de 50 ohms ou de 70 ohms qui va bien. Voilà, donc généralement tu l'as. Quand c'est relevant, quand ça a du sens, ils te le donneront. F4JRK nous dit pas tous. Oui, ah, j'imagine. Moi, ceux que je connais, ils sont sympas, les amateurs. J'ai des bons contacts avec eux. PDP Maker nous dit oui, on voit les kappa, mais rarement les R. Alors, ça va beaucoup dépendre des pattes que tu utilises, PDP Maker. Faut bien se dire que typiquement sur un GPIO, tu montes pas à des fréquences suffisantes pour que ce soit intéressant, quoi. Ça va plutôt être les UART, ça va être les signaux rapides. Voilà. Toine nous dit l'inductance du boîtier, on ne te la donne pas, et c'est tout à fait vrai. Et ça nous amènera un peu plus tard dans le stream à utiliser un drôle d'appareil qui s'appelle un VNA, un analyseur vectoriel de réseau, où vous allez voir que en fait le VNA, il vous permet pour différentes valeurs de pulsation de tracer en fait la trajectoire que suit le montage que vous étudiez dans ce fameux abac de Smith. Voilà. Et donc là, c'est extrêmement intéressant parce que pour le coup, quand vous avez un VNA, vous avez un montage que vous ne connaissez pas, d'accord? Et vous pouvez, en fait, à l'aide du VNA, tracer réellement sa trajectoire et vous pouvez essayer de vous dire, ah bah tiens, le montage que je connais pas, en fait, il se ramène à, je dis n'importe quoi, hein, deux capacités, une bobine et une résistance, et vous pouvez le caractériser. Voilà. Donc c'est très 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 sympa. Toi me dit, est-ce que tu as un VNA sous la main? Alors j'en ai pas à moi. Moi j'ai des analyseurs de spectre, j'ai du mini VNA, tu sais les petits VNA à 50-100 balles qu'on peut trouver sur Amazon, ce qui permet déjà de faire pas mal de boulot. Et j'ai accès, et donc je pourrais l'emprunter pour un de nos streams, à des vrais VNA professionnels, donc j'en ai au boulot. Et on pourra s'en ramener un et regarder réellement ce que ça donne. Voilà. C'est très très sympa. Toi nous dit on peut faire un TP stub avec du ruban cuivre. Oui, tout à fait. C'est assez amusant à faire d'ailleurs. Tac, 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 tac. Admis suivre dit regarde du côté DG8 SAQ. Ouais, j'irai jeter un petit coup d'œil. Voilà. Bon, c'était promis. C'était la dernière fois que je vous embêtais. Enfin, non, ce sera pas la dernière fois. C'est la dernière fois pour les quelques semaines à venir où je vous embête avec la bague de Smith. On revient la prochaine fois sur nos petits transistors. Voilà. Et on pourra, comme ça, avancer un petit peu, travailler en plus haute fréquence et vous comprendrez un peu ce qui se passe derrière. Et ça, c'est super cool. Nico, oui, et j'ai les PDF pour toi. Donc, on se contacte demain et je te fais passer tout ça.
Comme ça, en même temps, si tu veux, tu pourras te mettre en visio avec moi et tu feras ton petit marché. Voilà, tu me diras exactement ce que tu veux, j'en ai plein et j'ai accès à tout. Voilà, Almi Suivre dit, voilà, le Nano VNA, c'est un VNA simpliste, pas trop cher. Ah non, pardon, le DG8 SAQ, c'est un VNA simpliste, pas trop cher, qui fait le taf jusqu'à 1,5 GHz. Ouais, c'est sympa, c'est sympa, sympa. Bon, après, là, je vous ramènerai, on a deux VNA à 10 000 balles, donc on se fera plaisir, on les sortira du placard et on jouera ensemble au plus haut possible en fréquence. C'est quand même plus sympa. Voilà, messieurs, dames, bonne soirée à tous. Amusez-vous bien, n'ayez pas peur de bricoler. Pour ceux que ça intéresse, on a un petit Discord sur lequel on s'amuse entre nous sur tout ce qui est échange autour de l'électronique. Je vous poste une petite invite si quelques-uns sont intéressés. Alors attendez, je vous trouve ça. Tac. Inviter des gens. Modifier le lien d'invitation. Illimité. Tac. Voilà. Je vous dépose le lien dans le chat. Comme ça, vous pouvez venir jouer avec nous. Vous êtes toujours les bienvenus. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. J'ai un peu de mal parce que du coup, il y en a qui me font coucou sur Discord en même temps. Donc, j'ai été un peu surpris. Et à mercredi, pour ceux que ça tente, mercredi, on jouera avec de l'I2C. On fera un petit peu connaissance avec ce bus-là sur STM. Je vous dis à ciao. Bye bye.